Chapitre 1. La maison de Davenham Hollow. C'est le 3e après-midi d'un mois d'avril exceptionnellement pluvieux que mademoiselle Célestine Marchemont arriva à la gare de Lower Davenham, serrant ses gants avec une sorte de politesse sinistre, et regardant par-dessous le bord d'un chapeau bleu marine usé, autrefois plutôt à la mode. La pluie s'était transformée en une fine brume, et la route pavée qui menait à la gare scintillait comme du verre noir sous la lumière pâle et aqueuse. Elle n'était pas du genre à se laisser facilement impressionner par le temps, les désagréments, ni même la beauté. Son esprit n'était pas tourné vers les collines pittoresques du Berkshire, ni vers les vieux châtaigniers qui bordaient la route de Davenham Hollow. Non, ses pensées étaient entièrement tournées vers la lettre qu'elle avait reçue de sa cousine, la redoutable et toujours efficace Honoria Dacre. La lettre était brève, trop brève. Très chère Célestine, venez vite, il s'est produit quelque chose d'étrange. Vous souvenez-vous du vieux foyer du salon Est? En dessous, une poupée d'enfant a été découverte lors des travaux de rénovation du sol. Mais ma chère, ce n'était pas qu'une poupée. Honoria, c'était tout. Aucune explication, aucune précision. Aucune mention de qui l'avait trouvé, ni de son importance. Mais la formulation, ce n'était pas une simple poupée, avait frappé Miss Marchmont comme une main froide sur l'épaule. Assise à l'arrière d'un taxi local, elle observait les grilles en fer torsadé de Davenham Hollow se profiler à l'horizon. La maison, nichée au cœur d'une clairière d'ifs et d'ormes, l'avait toujours quelque peu perturbée. Quelque chose dans son silence, ses lourdes fenêtres aux vitres ternes et fixes, donnait l'impression qu'elle écoutait, qu'elle attendait. Le conducteur, un homme voûté portant une casquette trop grande pour sa tête, émit un grognement en arrêtant la voiture. « Elle va venir, je pense, » dit-il en désignant du pouce la maison plongée dans l'obscurité. « Je n'ai vu personne entrer ni sortir depuis ce matin. » Mademoiselle Marchemont hocha la tête, lui glissa une pièce dans la main et sortit. Le chemin menant à la maison était accidenté par le temps, la mousse et les racines dues aux années s'insinuant dans chaque fissure. Elle marchait prudemment, ses talons claquant comme des métronomes dans l'air silencieux. Alors qu'elle atteignait la grande entrée, la porte s'ouvrit en grinçant. « Célestine » dit la voix si caractéristique d'Honoria, aiguë, autoritaire et dénuée de tout sentimentalisme. « Je suis venue aussi vite que possible, » dit mademoiselle Marchemont en essuyant une goutte de pluie de son col. « Votre lettre était troublante. » Honoria Dacre, grande, aux cheveux argentés et enveloppée dans un châle de velours vert foncé, s'écarta pour laisser entrer sa cousine. C'était prévu. Je ne voulais pas trop en dire. Avant ton arrivée, mieux vaut le voir que le décrire. Ils traversèrent le vaste hall orné de portraits à l'huile de Dacre, mort depuis longtemps, et d'une horloge de parquet dont le tic-tac était trop fort. Une odeur de cire d'abeille et de pierres humides flottait dans l'air. « Vous avez dit qu'une poupée avait été trouvée ?» demanda mademoiselle Marchemont. « Oui. Pendant la restauration du parquet. On avait des verres à bois, vous savez. Albert, le concierge, a soulevé quelques planches sous l'âtre du salon Est, et elles étaient là, enfoncées profondément, comme si elles avaient été placées là délibérément. Et Honoria s'arrêta devant une porte fermée. Sa main se posa sur la poignée. « C'est troublant, Célestine. La chose est là depuis des décennies, au moins, couvert de suie. Sa robe était brûlée à l'ourlet. Un œil a disparu. Mais c'est ce qui était, à l'intérieur la poupée, qui m'a le plus troublé. » Elle ouvrit la porte et ils entrèrent dans le salon. C'était une pièce froide, malgré les bûches soigneusement disposées dans la cheminée. De lourds rideaux occultaient la majeure partie de la lumière extérieure. L'âtre, noirci et ancien, était maintenant béant, sa grille métallique retirée. Là, sur la table, se trouvait la poupée. Il mesurait environ 25 centimètres, avait des bras en porcelaine délavée et une robe en lin effiloché qui aurait pu être rose autrefois. Son visage, bien que craquelé, avait un charme grotesque. Des joues roses, une bouche boudeuse et un creux à l'emplacement de l'œil droit. Ses cheveux,
Un fouillis de fils au burn lui donnait une allure tragique, comme une relique du chagrin d'un enfant mort depuis longtemps. Mademoiselle Marchemont se pencha. « Vous l'avez ouvert ?» Honoria hocha la tête d'un air sombre. « Il était plus lourd que prévu. Nous l'avons ouvert avec précaution. Tiens, regarde. » Elle sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photographie bouclée au bord brun. Une fillette d'environ 6 ans se tenait, raide, devant un mur de jardin, le regard solennel. Une petite cicatrice en forme de croissant marquait sa joue gauche. Sous la photographie se trouvait un morceau de papier ivoire sur lequel étaient inscrits 4 mots à l'encre délicate. Elle a entendu le feu. Mademoiselle Marchemont se redressa. « Ceci, ce n'est pas un jouet d'enfant. Qui était cette fille ?»« C'est justement ça, » dit Honoria. « Je ne sais pas. Nous n'avons aucune photo semblable dans les albums de famille. Je l'ai montrée au domestique. Personne ne la reconnaît. Et l'écriture. J'ai demandé à un officier local de l'examiner. Il a dit qu'elle datait de la fin de l'époque édouardienne, peut-être même d'avant. Mais il a écarté la question pensant qu'il s'agissait d'une farce. Une vieille poupée, un morceau brûlé, l'imagination d'un enfant. Vous savez, ce genre de choses. » Célestine Marchemont resta silencieuse un instant. « Pensez-vous que cela ait un lien avec l'incendie ? Quel feu ? Il y en avait un, n'est-ce pas ? Dans cette pièce, il y a des années, quand ton père était encore en vie. » Le visage d'Honoria pâlit. « Oui, en 1909, une mauvaise année. On a dit que c'était une obstruction de conduit. La nourrice a failli mourir, je crois. Elle s'appelait Clara Barnes. Elle est morte 3 jours plus tard des suites de ses brûlures. Il y avait des rumeurs, des murmures selon lesquels un enfant avait disparu avant le début des flammes, mais cela n'a jamais été prouvé. Rien d'officiel, juste des bêtises de village. « Ce n'est peut-être pas une bêtise, » dit mademoiselle Marchemont en jetant un coup d'œil à la poupée. Un message caché. La photo d'une fille inconnue. Elle a entendu le feu. On dirait quelqu'un qui essaie de parler du passé. Avant qu'Honoria ne puisse répondre, on frappa à la porte. C'était Albert, le gardien, un vieil homme aux yeux chassieux et aux mains marquées à vie par la cendre et la suie. « Pardon, madame, » dit-il d'une voix rauque. « Il y a un monsieur à la porte. Il dit qu'on l'a envoyé chercher. »« On vous a demandé ?» Honoria fronça les sourcils. « On n'attendait personne. » Albert se gratta la tête. Il dit s'appeler Hercule Poirot, un gentleman belge. Mademoiselle Marchemont se raidit. « Poirot, le détective ?» Honoria se tourna lentement vers son cousin. « Je ne lui ai pas écrit. Et toi ?»« Non, dit-elle. Mais peut-être que la poupée l'a fait. » Les 2 femmes échangèrent un regard. Dans le silence, la poupée sur la table sembla sourire. Chapitre 2. Un Belge au seuil. La pluie était revenue avec une force renouvelée lorsqu'Hercule Poirot franchit le seuil de Davenham Hollow. L'eau perlait sur son parapluie soigneusement plié, et pas une seule goutte n'avait touché son pardessus gris immaculé. Sa moustache, merveille architecturale de symétrie et de cire, restait insensible aux caprices du vent. Albert, le concierge, le regarda avec suspicion, comme s'il hésitait entre lui offrir du thé ou appeler le gendarme. Mademoiselle Marchemont, cependant, s'avança aussitôt. « Monsieur Poirot, » dit-elle en lui tendant sa main gantée, « bien qu'inattendue, j'avoue que votre présence n'est pas importune. Vous avez reçu la lettre d'Honoria ?» Poirot cligna des yeux. « Non, mademoiselle, je n'ai reçu aucune lettre. »« Pas de lettre ?» répéta Honoria Dacrès en les rejoignant dans le hall d'entrée. « Alors, pourquoi êtes-vous ici ?»« J'ai été invité, » répondit Poirot d'un ton doux. « Apparemment, ni par l'un ni par l'autre, mais par un certain Marcus Flay. Il m'a téléphoné à Londres il y a 2 jours. Il m'a dit qu'on pourrait avoir besoin de moi à Davenham Hollow, qu'il y avait une affaire inhabituelle. Il n'a donné aucun détail, seulement une adresse. » Marcus Flay. Honoria regarda Célestine. « Je n'ai jamais entendu parler d'une telle personne. »« Moi non plus, » murmura sa cousine. «
Il n'y a personne de ce nom au village. Poirot retira ses gants avec une lente et précise précision. Je suis alors doublement intrigué. Une mystérieuse convocation dans une maison mystérieuse. Et en arrivant, je découvre deux dames en possession d'une poupée qui cache un message secret et la photo d'un enfant dont personne ne se souvient. Il sourit faiblement. C'est déjà une affaire des plus curieuses. Honoria soupira. Eh bien, monsieur Poirot, puisque vous êtes ici, et que vous avez apparemment été invité par un fantôme, autant entrer et voir par vous-même. Elle la conduisit dans le salon est. Poirot la suivit, son regard perçant scrutant les murs lambrissés, le lustre aux deux ampoules éteintes, les cendres près de l'âtre, et enfin la poupée posée sur la table telle une relique sacrificielle. « Mon Dieu !» dit-il doucement en l'observant. « Un jouet d'enfant, mais plus innocent. Elle a vu des choses, celle-là. » Il se pencha, examinant les marques de brûlure sur la robe en lin, la fissure sur la joue en porcelaine et le poids inégal de son torse. « Tu l'as ouverte » demanda-t-il. « Oui, » répondit Honoria. « Nous avons trouvé une photo et un message à l'intérieur. » Poirot haussa un sourcil fin. « Puis-je » Célestine lui tendit la petite boîte en velours. Il l'ouvrit avec précaution, prenant la photographie entre le pouce et l'index. L'expression solennelle de l'enfant, la cicatrice en forme de croissant, les lèvres pincées. C'était un visage à la fois fragile et obsédant. Poirot étudia ensuite l'écriture. Elle a entendu le feu. Il répéta la phrase à voix haute, puis leva les yeux. Elle. Page. Pas nous. Elle. C'est un avertissement, sans doute, dit mademoiselle Marchemont. Ou un souvenir. Ou une accusation, dit doucement Poirot. Il se leva et se tapota le menton. Dis-moi tout. N'oublie rien. Commence par la découverte. Honoria obéit, racontant la séquence avec une clarté admirable. Le problème des verres à bois, le soulèvement des lames de parquet, la découverte d'Albert, la poupée brûlée et la photographie, cachée là où se trouvait peut-être un cœur. Poirot posa des questions, simples au début. Qui avait vécu ici lors de l'incendie de 1909 ? Qui était présent ? Qui était mort ? Clara Barnes, répondit Honoria. La nourrice. Elle a été emportée par l'incendie et gravement brûlée. Elle était morte 3 jours plus tard. Et cet incendie, qu'est-ce qui l'a causé ? Un vieux conduit de cheminée, disait-il. Obstruction. Mais c'était étrange. La pièce était inoccupée depuis des semaines, et personne ne prétendait avoir allumé de feu ce jour-là. Poirot resta silencieux un instant. Y avait-il un enfant dans la maison ? Demanda-t-il finalement. Honoria regarda Célestine. Il y en avait plusieurs. Mes 2 jeunes sœurs, le petit garçon de ma cousine Louisa, Rupert, et la fille d'une famille de passage, les Thornton. J'avais 16 ans à l'époque, assez grande pour m'en souvenir. Mais après l'incendie, tout est devenu confus, des murmures, des secrets. Poirot hocha la tête. Et a-t-on parlé d'un enfant disparu ? Une rumeur, dit Célestine, parmi les domestiques. Qu'une jeune fille avait disparu, mais personne ne pouvait en être certain. Il y eut une certaine confusion dans les jours qui suivirent. Les blessures de Clara, les dégâts dans la pièce. Quelques-uns racontèrent avoir vu une jeune fille pleurer près de la porte de la cuisine. Personne ne savait qui elle était. Poirot a tapoté la photo. C'est la fille, je crois. Celle qui a entendu le feu. Mais qui est-elle ? Pourquoi cette poupée a-t-elle été cachée ? Et pourquoi est-elle réapparue maintenant ? Il y eut un long silence. Puis Poirot dit « Il faut que je voie la maison. Tout, l'agencement, les cheminées, le grenier s'il vous plaît. » Honoria hocha la tête. « Albert peut te montrer. » Poirot s'arrêta sur le seuil. « Et encore une chose, Madame Dacre. Voici Marcus Flay. Pourriez-vous m'aider à faire quelques recherches au village ? Un homme qui m'appelle sous de faux prétextes est soit un fauteur de troubles, soit une âme apeurée sans autre recours. » Honoria hésita. « Bien sûr. Demandez à qui vous voulez. » Poirot se retourna et s'inclina légèrement. « Très bien. Alors le jeu commence. » Plus tard dans l'après-midi,
L'auberge de Lower Davenham était modeste, mais bien tenue. Poirot était assis près de la cheminée, sirotant une tisane avec une rondelle de citron, tandis que l'aubergiste, un homme trapu nommé M. Lyall, se tenait derrière le comptoir et essuyait les chopes. « Marcus Flay » répéta-t-il. « Un nom étrange. Ça ne me dit rien. On n'a plus personne au village depuis des mois. Tu n'es pas le premier à venir poser des questions étranges sur cette maison. »« Oh » dit Poirot, alerte. Monsieur Lyall se pencha en avant, baissant la voix. « Il y a environ 3 semaines, un jeune homme était venu prendre des nouvelles des Dacres. Il a dit qu'il cherchait de vieux registres fonciers. Il prétendait écrire un livre sur les incendies du Berkshire. Mais il n'avait pas l'air d'un historien. Il avait cet air nerveux, comme s'il fuyait quelque chose. Et son nom ? Il a dit que c'était Flay. Marcus Flay. » Poirot posa lentement sa tasse. « Est-il resté ici ? » ?»« Non. Il a juste posé des questions et est parti. On aurait dit qu'il logeait quelque part en dehors du village. » Poirot se renversa dans son fauteuil. « Merci, monsieur Lyall. Vous m'avez été d'une grande aide. » Alors qu'il retournait à Davenham Hollow ce soir-là, la pluie s'intensifia. Les arbres murmuraient des secrets que seul Poirot pouvait entendre. Une fille avait disparu depuis longtemps. Une poupée avait attendu en silence. Un nom avait surgi de nulle part. Mais les petites cellules grises d'Hercule Poirot s'agitaient. Quelque chose, il le savait, avait survécu à l'incendie. Et il était prêt à parler. Chapitre 3. Les secrets sous le plancher. Le lendemain matin, gris et incertain, s'annonça. Davenham Hollow était enveloppé de brouillard, comme si la terre elle-même hésitait à se montrer. Les lourds murs de pierre du manoir absorbaient l'humidité, et chaque couloir semblait plus froid, plus silencieux. C'était une maison qui se souvenait de trop de choses. Hercule Poirot se leva à 7 heures précises, se rasa, s'habilla méticuleusement d'un costume 3 pièces anthracite avec une cravate violette, et rejoignit Miss Marchmont dans la salle à manger, où elle était déjà assise à côté d'une théière et d'un modeste plateau de pain grillé et d'œufs pochés. « Vous respectez parfaitement les traditions anglaises, mademoiselle, » remarqua Poirot en beurrant un morceau de pain grillé. « Mais j'avoue que j'ai encore envie d'un vrai croissant. » Mademoiselle Marchmont esquissa un sourire sec. « Je doute que vous en trouviez un à moins de 30 kilomètres. » Ils mangèrent en silence pendant quelques instants, puis Poirot jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où le brouillard brouillait les arbres comme des coups de pinceau sur une toile. « Cette maison, dit-il, a l'air d'un non-dit, comme si chaque recoin avait reçu l'ordre de se taire. »« Cela, répondit Miss Marchmont, est une description assez précise. » Quand ils eurent fini de prendre leur petit déjeuner, Poirot fut rejoint par Albert, le gardien, qui se plaignait toujours des courants d'air et des souris, tandis qu'il conduisait le détective le long du couloir vers le salon est. « Elle n'est plus la même, cette maison, » murmura Albert. « Depuis que la poupée est sortie, c'est le calme plat. Trop calme. Je n'aime pas ça. »« Vous êtes peut-être superstitieux ?» demanda Poirot d'un ton doux. Albert haussa les épaules. « Je travaille ici depuis 32 ans, monsieur. J'ai vu des choses aller et venir. Mais ce jouet, il a quelque chose de spécial. Comme s'il attendait. »« En attendant quoi ? » ?»« Je ne sais pas. Mais je ne le sens pas encore terminé. » Ils atteignirent le salon et Poirot s'agenouilla près de l'âtre, examinant le parquet de ses doigts gantés. Plusieurs avaient déjà été arrachés, et la maçonnerie calcinée en dessous racontait l'histoire d'un incendie depuis longtemps oublié. La suie s'accrochait encore aux fissures comme une accusation. Poirot sortit un petit mètre ruban de la poche de son manteau, puis se tourna vers Albert. « L'incendie de 1909. Vous n'étiez pas là à ce moment-là ? » ?»« Non, monsieur. Mais la vieille Madame Griggs, elle, l'était. Elle était cuisinière à l'époque. Elle est restée jusqu'au début de la guerre. Elle en parlait souvent. Elle disait que c'était venu de nulle part, comme une cheminée qui crachait des flammes. A-t-elle parlé de la nourrice ? Clara Barnes. Albert hocha la tête. Il a dit qu'elle avait été retrouvée inconsciente dans cette pièce. Des brûlures partout.
Mais le plus étrange, c'est qu'elle avait des égratignures sur les bras, comme si elle s'était agrippée à quelque chose, ou à quelqu'un. Les yeux de Poirot brillèrent. Et a-t-on déjà parlé d'un enfant? Un enfant qui aurait pu disparaître? La voix d'Albert baissa. On parlait tout le temps, monsieur. Une petite fille qu'aucun des domestiques n'avait jamais vue. Une servante dit avoir entendu des pleurs dans l'âtre. Imaginez. À l'intérieur. Ils la qualifièrent d'hystérique. Mais elle n'en jura que par ce bruit jusqu'au jour de son départ. Poirot se leva et tapota son menton. Les plans d'étage de cette maison ont-ils beaucoup changé depuis 1909 ? Pas du tout, dit Albert. Cette pièce est restée la même. Même l'âtre est d'origine. Poirot arpenta lentement la pièce. Puis il s'arrêta et dit « J'aimerais voir le grenier ». Albert le conduisit dans un étroit escalier qui s'enroulait comme une colonne vertébrale jusqu'au sommet de la maison. Le grenier était long et sombre, avec un plafond en pente et des caisses empilées comme des cercueils. Une unique fenêtre, rongée par le temps, laissait entrevoir une lumière laiteuse. Poirot examina attentivement le sol. Des motifs de poussière l'intéressèrent. Une grande malle avait été récemment déplacée. Il se pencha à côté et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des robes en lin délavé, quelques jouets cassés et, au fond, un bonnet d'enfant, jauni par le temps. Il le souleva avec précaution. Là, en dessous, se trouvait une page arrachée à un livre d'enfant. Légèrement tracée au crayon, d'une écriture enfantine, ces mots étaient écrits « Si tu la trouves, dis-lui que j'ai encore froid ». Poirot plia la page avec beaucoup de soin et la plaça dans son manteau. « Albert, dit-il, sais-tu qui avait accès à ce grenier avant qu'il ne soit aménagé pour être rénové ?» Albert se gratta la tête. « Juste moi et la nouvelle femme de ménage, Elsie. Elle a aidé à ranger il y a quelques semaines. On cherchait de vieux rideaux, je crois. Elsie. Elle est jeune. 19 ans. Un peu timide, mais travailleuse. Elle reste plutôt discrète. » Poirot hocha lentement la tête. « J'aimerais lui parler. Pas maintenant, mais plus tard. En attendant, je vais vous demander de faire quelque chose. Discrètement. » Albert se pencha, les yeux méfiants. « J'aimerais que vous consultiez les registres des domestiques du début des années 1900. Vérifiez s'il y a mention de personnel embauché temporairement, en particulier d'infirmières ou de gouvernantes. » Albert grogna. « Je vais chercher, monsieur. Si les registres sont toujours à la cave, je les trouverai. » Poirot lui fit un signe de tête. « Excellent. Et Albert, si tu trouves quelque chose d'étrange, tu viendras me voir directement. » Cet après-midi-là, Célestine Marchemont trouva Poirot debout seul dans le jardin, examinant une statue usée d'un ange dont le visage s'était érodé en un flou sans trait. « Tu sembles troublé, dit-elle. « Je suis simplement curieux, mademoiselle. Cette maison est pleine d'échos, mais personne ne les écoute. » Elle l'observa. « Tu crois qu'il y avait un enfant dans l'incendie ? Je crois qu'il y avait quelque chose, une personne, qui était destinée à être oubliée. Et pourtant, elle a refusé de l'être. » Elle croisa les bras. « Mais si aucun enfant n'était officiellement porté disparu et que personne n'avouait, alors quelqu'un a menti, » dit doucement Poirot. « Peut-être que beaucoup l'ont fait. Les mensonges, mademoiselle, sont comme des poupées. Elles peuvent rester silencieuses pendant des années. Mais quand on les ramasse, on y trouve quelque chose. » Célestine fixait le lierre qui s'enroulait le long du mur du jardin. « J'avais 11 ans quand c'est arrivé. Je me souviens m'être réveillé avec l'odeur de fumée. Je me souviens des cloches. Mais personne ne m'a rien dit. Pas vraiment. Les enfants sont souvent de meilleurs observateurs que les adultes. » Elle eut un rire amer. « Peut-être, mais les adultes ici, ils étaient très doués pour oublier. » Poirot lui toucha doucement le bras. « Et pourtant, tu es venu dès que tu as reçu la lettre. Tu n'as pas oublié. » Elle le regarda, les yeux soudain brillants. « Parce que j'ai rêvé d'une fille pendant 3 nuits avant l'arrivée de la lettre. Une fille en robe brûlée, tenant une poupée sans yeux. » Poirot resta figé. « Et que t'a-t-elle dit, cette fille dans le rêve ?» Célestine hésita, puis murmura
Elle a dit « Retrouve-moi avant que la maison n'oublie à nouveau ». Chapitre 4. Le souvenir de la femme de ménage. Le brouillard ne s'était pas dissipé dans l'après-midi. Il s'enroulait autour des cheminées et des haies de Davenham Hollow comme un être vivant, rampant le long des rebords de fenêtres et murmurant sous les avant-toits. Hercule Poirot se tenait de nouveau dans le salon est, la poupée posée sur la table à côté de lui, le regard perdu dans le vide. Il n'était pas seul. Assise dans le fauteuil à haut dossier près de la cheminée éteinte, se trouvait une jeune femme aux yeux écarquillés et nerveux, la mâchoire tremblante malgré ses efforts pour la stabiliser. Elle s'appelait Elsie Braithwaite. Elle avait 19 ans, venait du hameau voisin de Haversden et venait d'être embauchée comme femme de ménage par mademoiselle Dacre. Ses mains étaient fermement jointes sur ses genoux, les jointures blanches sur son tablier uni. Poirot l'observait doucement, son expression chaleureuse mais perçante. « Je vous en prie, mademoiselle Braithwaite, dit-il doucement. Soyez sans crainte. Je ne suis pas ici pour vous accuser de quoi que ce soit, mais je crois que vous avez vu quelque chose, ou entendu quelque chose que les autres n'ont pas vu. » Elsie leva les yeux. « Je ne sais pas si c'est important, monsieur. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Voyons voir. Souvent, c'est le petit détail oublié qui révèle la vérité. » Elle se mordit la lèvre. « C'était il y a 2 semaines. J'aidais M. Albert au grenier, à trier les malles et le linge. Il est descendu chercher une autre lampe, et je suis resté seul là-haut un moment. C'est là que je l'ai entendu. »« Entendu quoi, mademoiselle ?»« Un bruit, comme un fredonnement. La voix d'une petite fille, douce, venue de derrière les vieilles malles. » Poirot était immobile. « Et tu es allé voir ?» Elle secoua vivement la tête. « Non, monsieur. J'avais peur. J'ai cru que c'était un chat ou quelque chose comme ça, mais le son, il ne venait pas d'un animal. C'était une mélodie. » Poirot se pencha en avant. « Tu peux me la fredonner ?» Elsie hésita. Puis, tout bas, elle chanta. « Bleu lavande, anis, vert lavande. » La mélodie flottait dans l'air comme de la fumée. Poirot expira lentement. La vieille berceuse. Curieux. « Et tu l'as entendue depuis ?» Elsie déglutit. « 2 fois. Une fois dans le couloir près de la salle est, une fois juste devant l'escalier de service, mais toujours faible, comme quelqu'un qui bourdonne contre un mur. » Poirot tapota ses doigts. « Merci, mademoiselle. Et vous en avez parlé à quelqu'un ?»« Seulement Hetty, la femme de ménage. Elle m'a dit de ne pas en parler. Elle a dit que c'était juste la tuyauterie. »« Et qu'est-ce que toi tu crois, Elsie ?» La fille baissa les yeux vers ses mains. « Je crois que quelque chose dans cette maison mérite qu'on s'en souvienne. » Poirot hocha doucement la tête. « C'est très sage. » Il se leva et se dirigea vers le foyer, fixant la grille comme si elle pouvait parler. « Il y a encore une chose, » dit Elsie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Oui ? Quand j'ai trouvé le bonnet dans le coffre du grenier, celui avec les vieux vêtements, j'ai vu autre chose. » Poirot se retourna. « Oui ? Il y avait un nom brodé dessus, le nom d'un enfant. Mais quand j'ai regardé à nouveau le lendemain matin, il avait disparu. » La voix de Poirot était calme. « Et le nom, mademoiselle ?» Elle hésita. « Annabelle. » Ce soir-là, Poirot se tenait dans la bibliothèque, une pièce désormais peu fréquentée, mais remplie d'étagères poussiéreuses et de connaissances oubliées. Honoria Dacre entra discrètement, sa canne tapant doucement sur le parquet ciré. « Vous vouliez me parler, monsieur Poirot ?»« Oui, madame. J'ai une question. Il s'agit d'un nom. » Elle haussa un sourcil. « À qui ?»« Annabelle. » Soudain, quelque chose changea sur le visage d'Honoria. Ni le choc ni la confusion, mais une lueur de reconnaissance qui s'illumina et fut instantanément dissimulée. « Annabelle, » dit-elle lentement. « Il n'y a personne de ce nom dans la famille. »« Pas à ma connaissance. » Poirot pencha la tête. « Vous en êtes certain ? Il y avait une Anna, ma grand-tante, je crois. Mais elle est morte enfant. De la diphtérie, je crois, bien avant mon époque.
Il l'observa attentivement. « Puis-je vous demander, y a-t-il déjà eu une querelle familiale? Un scandale? Une situation qui aurait pu conduire à ce qu'un enfant soit étouffé ?» La mâchoire d'Honoria se raidit. « Monsieur Poirot, je dois vous rappeler que nous sommes une vieille famille anglaise. Nous ne lavons pas le linge sale, surtout pas celui d'il y a un siècle. » Poirot sourit doucement. « Même si ce linge est taché de sang ?» Honoria le regarda fixement. Puis, brusquement, elle se tourna vers la fenêtre. « Le frère de mon grand-père, » dit-elle finalement. « Jonathan Dacres. Il a quitté l'Angleterre dans des circonstances inhabituelles. » Inhabituelles? Il y avait des rumeurs. Qu'il était tombé amoureux d'une servante. Qu'elle était tombée enceinte. Mais l'enfant n'a jamais été mentionné dans les cercles polis. Jonathan a été envoyé en Amérique. On n'a rien dit de plus. Et la fille? Disparue. Son nom n'a jamais été inscrit dans les archives. Poirot croisa les bras. Et l'enfant, si elle avait existé, aurait été une dacre de sang. Honoria resta silencieuse. Poirot s'approcha du feu. Imaginez une telle enfant, cachée, effacée, peut-être même élevée dans cette même maison, loin des regards. Et imaginez qu'elle meure ici, peut-être dans l'incendie. La famille l'admettrait-elle? Non, répondit doucement Honoria, il ne le ferait pas. Poirot se tourna vers elle. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Et je crois que la poupée a été cachée pour préserver sa mémoire. Quelqu'un a essayé de sauver son histoire. Mais ils ont échoué. La voix d'Honoria se brisa. Et maintenant, il revient. Poirot hocha la tête, avec des murmures, avec des chansons, avec du feu. Cette nuit-là, Poirot ne dormit pas. Il erra plutôt dans les couloirs de Davenham Hollow, percevant les craquements, les frissons, la sensation d'un lieu inaccessible. Il s'arrêta de nouveau devant le salon est et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Et là, sur la table, était assise la poupée. Mais maintenant, dans la faible lumière de la lune, il faisait face au foyer, et à ses pieds gisait un deuxième morceau de papier, jauni par le temps. Poirot intervint, le cœur calme, les doigts fermes. Il prit le billet. On pouvait y lire « Tu m'as laissé brûler ». Poirot le regarda fixement. Puis, tout bas, il murmura « Non, mademoiselle, pas cette fois ». Chapitre 5. Une pièce scellée dans la poussière. Le lendemain matin apporta un étrange silence. Le brouillard s'était dissipé, laissant derrière lui un silence encore plus pesant que la brume. Davenham Hollow semblait respirer différemment, comme si la maison elle-même se réveillait d'un long sommeil et observait les moindres mouvements de Poirot. À 8h30, Poirot se retrouva dans la salle à manger avec mademoiselle Marchemont, déjà assise, une tasse de thé noir et amer, le visage toujours aussi calme. Honoria Dacres arriva quelques instants plus tard, sa canne claquant sur le parquet, l'air indéchiffrable. Poirot, parfaitement soigné et les yeux brillants malgré le fait qu'il ait à peine dormi, posa sa serviette de côté avec un soin précis. « Je crois, dit-il, que le moment est venu d'ouvrir l'aile ouest. » Honoria leva brusquement les yeux. « Cette partie de la maison est fermée depuis des années. » « C'est précisément pour cela qu'il faut l'ouvrir maintenant, » dit doucement Poirot. « Tous les fantômes de cette maison semblent tourner en rond. Mais leur origine, je crois, se trouve là. » Célestine Marchemont regarda par-dessus le bord de sa tasse. N'était-elle pas fermée après la guerre? « En effet, » dit Honoria, « après que Rupert, le fils de ma cousine, soit tombé de l'escalier. Il s'est cassé les 2 jambes. » La rumeur courait que la rampe avait cédé, mais personne n'y croyait vraiment. Poirot joignit les doigts. Et avant ça, qui occupait ces pièces? Honoria hésita. Des domestiques, quelques invités des années précédentes, quelques rangements, mais personne d'important. Les yeux de Poirot se plissèrent. Personne d'important, ou quelqu'un qu'on t'a dit d'oublier. Il y eut une longue pause. Finalement, Honoria hocha la tête. Très bien. Je demanderai à Albert d'apporter les clés. 21 minutes plus tard,
La clé tourna à contre-cœur dans la serrure. La porte de l'aile ouest s'ouvrit en grinçant, avec un bruit qui fit tressaillir Elsie Braithwaite, qui les avait rejoints à la demande de Poirot. Le couloir, au-delà, était couvert de poussière et d'ombre. Le papier peint se décollait comme de l'écorce. Des draps recouvraient les meubles. L'air était vicié et teinté d'une légère odeur métallique due à la rouille. Poirot ouvrait la marche, une lampe à la main, d'un pas précis et posé. Le groupe avançait lentement derrière lui. Célestine, Honoria, Elsie et Albert, qui murmuraient « Au réveil, mieux vaut laisser les choses endormies ». Ils traversèrent 3 pièces avant que Poirot ne s'arrête. « Celle-là, dit-il. Ici, l'air est différent, plus stalinien. » Il tourna le bouton et poussa la porte. À l'intérieur se trouvait une chambre d'enfant. Papier peint rose délavé avec de minuscules motifs de lierre. Un petit lit en bois. Une chaise à bascule. Une poussette cassée dans un coin. Et le long du mur du fond, une armoire avec un miroir fissuré. Mais c'est l'écriture sur le mur du fond, à peine visible à travers des années de saleté, qui a fait geler tout le monde. Griffonnée dans la main d'un enfant, dans la suie ou peut-être dans la cendre, se trouvaient les mots suivants. « Je n'ai pas pleuré ». Célestine recula, la main sur la gorge. Elsie fit le signe de croix. Poirot entra lentement dans la pièce, observant chaque détail. Un soldat de bois gisait sous le lit. Un rideau de dentelle, en lambeaux, pendait lâchement près de la fenêtre. Sur la coiffeuse, une brosse d'enfant tenait encore 3 mèches de cheveux auburn. Poirot resta silencieux pendant un long moment. Puis, il se tourna vers Honoria. Cette chambre appartenait à Annabelle. Le visage d'Honoria était pâle. « Je ne sais pas. »« Tu le sais, » dit Poirot, non sans gentillesse. « Tu t'en souviens maintenant. » Honoria ferma les yeux. « Il ne fallait pas la mentionner, » dit-elle finalement. « Mon grand-père l'a interdit. Il disait que son seul nom ruinerait la famille. C'était la fille de Jonathan, mais il ne l'a jamais revendiquée ouvertement. Sa mère est morte en couches. Annabelle a été élevée ici, en secret, enfermée dans cette aile, à l'abri des regards. Elle était prisonnière, murmura Célestine. Honoria hocha la tête. Oui. Et quand l'incendie s'est déclaré, on a dit qu'elle était entrée dans la pièce par erreur, qu'elle aimait jouer avec la poupée près de l'âtre. Poirot resta silencieux. Et ils l'ont laissée brûler, ajouta doucement Honoria, parce que reconnaître sa mort reviendrait à admettre son existence. Elle s'y halta. Alors la poupée était à elle, conclut Poirot, son dernier compagnon, la seule chose qui pouvait garder sa mémoire. Il s'approcha de l'armoire et l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, un petit manteau grisé par le temps. Dans la poche se trouvait un carré de tissu plié. Poirot le récupéra et le déplia lentement. C'était une broderie, maladroite mais tendre. On pouvait y lire « Annabelle dès 7 ans ». Poirot se retourna. Elle est morte dans l'incendie. Et quelqu'un, peut-être Clara Barnes, a caché la poupée sous l'âtre, avec le message et la photo. Un acte de souvenir discret. Un défi au silence. « Alors pourquoi nous hante-t-elle encore ?» demanda doucement Célestine. « Si la vérité est connue maintenant ?» Le regard de Poirot se porta sur la poussette cassée. « Parce que la vérité n'est pas encore tout entière, » a-t-il déclaré. « Nous savons qu'elle est décédée. On ne sait pas encore comment. » Ce soir-là, de retour au salon, le groupe était assis en silence. La poupée reposait sur la table. Poirot se tenait près de l'âtre, les bras croisés, les yeux brillants. « Je crois, » dit-il lentement, « que l'incendie n'était pas accidentel, que quelqu'un l'a allumé délibérément, et qu'Annabelle était vouée à la mort. » Des halètements résonnèrent. « Mais pourquoi ?» murmura Honoria. « Ce n'était qu'une enfant. » Poirot leva la main. « Parce que quelqu'un la voyait comme une menace, un scandale, un inconvénient, et parce que le mal prend souvent l'apparence de la nécessité. » Il regarda Honoria. « Je dois vous demander de dresser une liste. Tous ceux qui vivaient ici en 1909, familles, domestiques, visiteurs,
tous ceux qui auraient pu avoir des raisons de voir l'enfant disparaître. Honoria hocha la tête, visiblement secouée. « Oui, oui, je commence tout de suite. » Poirot se tourna vers la poupée. « Il y a encore quelque chose qu'elle ne nous a pas dit, dit-il, mais elle le fera. » Il retourna doucement la poupée et pressa la porcelaine juste en dessous de la racine des cheveux. Il y avait un faible cliquet. Un deuxième compartiment s'ouvrit dans le dos de la poupée. À l'intérieur, plié comme une lettre, se trouvait un petit morceau de lin brûlé. Dessus étaient là brodées 5 lettres au point de croix d'enfant. Lucie. Poirot le regarda fixement. Puis il murmura. Et ainsi le cercle des noms s'agrandit. Qui est Lucia? Chapitre 6. La Lucia oubliée. Le salon était silencieux, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge, un son qui semblait désormais d'une intensité inquiétante dans le silence qui avait suivi la découverte de Poirot. Le morceau de lin portant le nom Lucia, brodé en fil bleu délavé, gisait au centre de la table, à côté de la poupée fêlée, tel un dernier murmure du passé. Célestine Marchemont rompit le silence. « Lucia, murmura-t-elle. Ce n'est pas un nom que je connais dans la famille. » Honoria fronça les sourcils. « Non, Lucia. Il n'y avait pas de Lucia parmi les Dacres, c'est sûr. » Mais sa voix s'interrompit. Les yeux de Poirot se plissèrent. Mais Honoria tapota lentement le sol de sa canne. « Mon grand-père avait une femme de ménage pendant ses jeunes années, une femme discrète, pâle, un peu secrète, je me souviens. Elle s'appelait Miss Hartnell. Mais maintenant que j'y pense, quelqu'un a dit un jour que son prénom était Lucia. Lucia Hartnell. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et qu'est-elle devenue? » « Elle est partie subitement, peu de temps après l'incendie, » a raconté Honoria. « Elle a complètement disparu. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était partie à l'étranger. D'autres disaient qu'elle était entrée au couvent. Personne n'en était sûr. » Poirot se tourna vers Célestine. « Et toi? Tu étais enfant, oui, mais peut-être te souviens-tu de quelque chose ?» Célestine resta assise, immobile, le regard au loin. « Je me souviens d'une femme dans l'ombre, » dit-elle, toujours juste à l'extérieur de la pièce. « Je me souviens de son parfum, de l'eau de lavande, et je me souviens qu'elle chantait. » Poirot haussa les sourcils. « Chanter ?» Célestine hocha la tête. « Une berceuse, bleu lavande, Annette Anneth, le même qu'Elsie a entendu. » Le visage de Poirot était grave. Alors il est probable que Lucia Hartnell l'ait chanté à Annabelle. Elle était peut-être plus qu'une simple gouvernante. Peut-être se souciait-elle de l'enfant. L'aimait-elle? Ou la cachait? Répondit Honoria d'un ton neutre. Si elle essayait de cacher Annabelle à la société et à sa famille, il lui aurait fallu une loyauté sans faille. Ou coupable, murmura Poirot. Il y eut un silence pendant un moment, rompu seulement par le bruit d'Albert entrant dans la pièce avec un petit volume relié en cuir dans ses mains. « Le registre du personnel, monsieur, » dit-il en le tendant à Poirot, « de 1906 à 1910. Il était à la cave, exactement là où vous le pensiez. »« Merci, Albert, » dit Poirot en prenant le livre. Il tourna délicatement les pages fragiles, scrutant les noms avec soin. Servante, valet de pied, jardinier, tous soigneusement répertoriés, avec leur date d'embauche et de départ. Puis, aux 3/4 de la lecture, il marqua une pause. Lucia Hartnell, embauchée en février 1907. Aucune date de départ indiquée. Il leva les yeux. Curieux, tous les autres sont remarqués. Démissionnaire, licencié, décédé. Mais pas elle. Elle disparaît tout simplement. Peut-être que la page a été endommagée, proposa Honoria. Ou peut-être, dit doucement Poirot, sa disparition était censée passer inaperçue. Plus tard dans la journée, Poirot retourna au village. Il n'était pas homme à se fier aux coïncidences quand l'information pouvait être confirmée avec méthode et patience. Il s'arrêta au bureau des archives paroissiales de Davenham, un petit bâtiment en pierre attenant à l'arrière de l'église. Le vieux gardien des archives, un certain monsieur Elphinstone, l'accueillit avec une curiosité prudente.
Je recherche des documents sur une certaine mademoiselle Lucia Hartnell, dit poliment Poirot, entre 1907 et 1910 environ, probablement liée à la famille Dacre. Monsieur Elphinstone cligna des yeux. Hartnell, vous dites? Voilà un nom que je n'ai pas entendu depuis des années. Tu la connaissais? Pas personnellement, non. Mais mon prédécesseur, le vieux monsieur Pennyman, parlait souvent d'elle. Il disait qu'elle était étrange. Elle vivait dans la vieille maison de gardien, juste à l'est du domaine, toujours réservée. Avez-vous des traces de sa résidence? Elphinstone disparut dans l'arrière-salle et revint 5 minutes plus tard, avec un livre municipal poussiéreux. Ici. Locataire enregistré de 1906 à 1910. Puis c'est rayé. Juste laissé. Ne pas réexpédier. Savez-vous à qui appartient la guérite maintenant? Personne. Il est abandonné depuis. On dit qu'il est tenté. Poirot sourit faiblement. Parfait. 1 heure plus tard. La guérite. La guérite se dressait à l'orée d'un fouillis de ronces et de chênes, à moitié englouti par le lierre et l'abandon. Le toit s'affaissait. Les fenêtres étaient aveuglées par la poussière, mais elles tenaient toujours debout, la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Poirot entra. L'air était lourd de vieillesse. Des toiles d'araignée s'accrochaient à chaque recoin. De la vaisselle cassée jonchait le sol en pierre. Mais au milieu de cette décrépitude, Poirot remarqua quelque chose d'étrange. Un dessin d'enfant, épinglé de travers au mur avec un clou rouillé. Il s'est rapproché. Une silhouette en bleu, une poupée sans aucun doute, se tenait à côté d'une petite fille aux cheveux roux et à la cicatrice sur la joue. Au-dessus d'eux, une femme aux cheveux jaunes, souriante, leur tenait la main. Une silhouette moustachue se profilait au loin, les sourcils froncés. La légende ci-dessous, écrite d'une écriture enfantine. Moi, maman et le grand homme qui crie. Poirot le regarda fixement. Ce n'était pas une œuvre d'art faite au hasard. C'était le souvenir d'Annabelle. « Maman, murmura-t-il. Alors Lucia était sa mère. Pas seulement une femme de ménage. Elle a menti sur son identité pour protéger son enfant. Il retira soigneusement le dessin et le plia dans son manteau. Mais alors qu'il se retournait pour partir, un craquement résonna à l'arrière du corps de garde. Poirot se figea. Puis il avança lentement à travers la porte affaissée jusqu'à l'arrière-salle. Il était vide, à l'exception d'un seul objet. Un journal intime relié en cuir carbonisé posé sur une table sous une fenêtre fissurée. Poirot l'ouvrit. Les pages étaient brûlées et illisibles, mais il en restait une. Écrit d'une écriture fine et désespérée. « Ils viendront la chercher. Je ne peux pas les arrêter, mais je cacherai la poupée, et le moment venu, elle sera entendue. » Il a été signé, simplement. L.H. Poirot a fermé le livre. « Lucia, murmura-t-il, tu as essayé de la sauver. Et maintenant, nous devons faire de même. » Ce soir-là, Davenham Hollow. De retour au manoir, le feu crépitait dans le salon est. Poirot s'adressa au groupe rassemblé. Honoria, Célestine, Elsie et Albert. « Je crois maintenant ce qui suit, » dit-il, debout devant l'âtre tel un professeur devant un tableau noir. Lucia Hartnell n'était pas une simple gouvernante. Elle était la mère d'Annabelle, née en secret de Jonathan Dacres. L'enfant fut caché, probablement par crainte du scandale. Il souleva le dessin plié. Elle vivait dans la guérite avec sa mère. Les domestiques étaient au courant. La famille s'en doutait, mais personne n'intervenait. La voix de Poirot baissa, jusqu'au jour où quelqu'un a décidé que l'enfant devait disparaître. Un silence s'abattit sur la pièce. « L'incendie, poursuivit-il, n'était pas un accident. Il a été mis en scène. Et bien que Clara Barnes ait péri, je crois que la victime visée était Annabelle. » Il regarda Honoria. « Quelqu'un voulait la faire taire, pour toujours, et j'ai bien l'intention de découvrir qui. » Chapitre 7. Un visage du passé. L'air nocturne pesait lourdement sur Davenham Hollow, comme si la maison elle-même retenait son souffle.
Après la déclaration théâtrale de Poirot dans le salon Est, personne n'avait parlé depuis un long moment. Honoria restait assise, immobile, la main serrée sur le bout de sa canne. L'expression de Célestine était devenue indéchiffrable, mi-contemplable, mi-trouble. Même Elsie, qui avait pâli, semblait incapable de soutenir le regard de qui que ce soit. Poirot, comme toujours, resta calme. Son regard parcourut la pièce, cataloguant chaque réaction avec une précision silencieuse. « Je crois, dit-il finalement, que la réponse à la question de savoir qui a mis le feu ne réside pas dans le présent, mais dans les événements qui l'ont immédiatement précédé. Il nous faut maintenant examiner de près qui a bénéficié de la mort d'Annabelle et qui a craint les conséquences de sa vie. » Il se tourna vers Honoria. « Madame, vous avez commencé à dresser une liste, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête et lui tendit une feuille pliée de papier épais de couleur crème. Poirot le déplia et le lut à haute voix. « Ménage en résidence, printemps 1909, colonel Archibald Dacre, maître de la maison Madame Elspeth Dacre, épouse du colonel Mademoiselle Honoria Dacre, fille 16 ans, Mademoiselle Lucinda Dacre, fille 13 ans, Mademoiselle Célestine Marchmont, cousine 11 ans, Rupert Langlais, pupille 8 ans, Lucia Hartnell, gouvernante, guérir, Clara Barnes, nourrice Thomas Roque, jardinier Madame Fanley, cuisinière, Eliza Griggs, femme de chambre, Charles Everley, visite d'un ami de la famille Henry Thornton, Lydia Thornton et Alice Thornton, invités, avec leur fille de 6 ans. Poirot tapota pensivement la liste. « Éliminons ceux qui sont trop jeunes pour être impliqués dans un complot, » a-t-il déclaré. « Restent le colonel et sa femme, les 2 filles aînées, Lucia elle-même, Clara Barnes et le personnel. »« Clara est morte dans l'incendie, » dit doucement Célestine. « Sans savoir aussi. »« Non, mademoiselle, » dit Poirot. « Les morts n'emportent pas de secret avec eux. »« Pas toujours. » Il leva soudain les yeux. « Qui était Charles Everley ?» Honoria se raidit. « Un ami de mon père. Du ministère de la guerre, je crois. Je me souviens seulement qu'il fumait beaucoup et passait de longues heures dans son bureau. Il n'était pas apprécié. Est-il revenu après l'incendie ? Non. Il est parti brusquement le lendemain. Il a prétendu avoir un rendez-vous avec le train. Ma mère a remarqué qu'il n'avait même pas présenté ses condoléances pour Clara. » La moustache de Poirot se contracta. Un homme qui fuit la tragédie sans chagrin avait peut-être de bonnes raisons de craindre d'être découvert. Célestine se leva et marcha lentement vers la cheminée. « Je me souviens de lui, » dit-elle. « Un jour, il a crié sur Lucia. Je ne me souviens plus pourquoi. Il parlait de discrétion et d'ordre. Je n'ai pas compris sur le moment. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent. « Il est donc possible que M. Everley ait eu connaissance de l'existence d'Annabelle. Et plus encore, il est possible qu'il ait perçu sa présence comme une menace. » Honoria fronça les sourcils. Pourquoi se soucierait-il d'un enfant ? Parce que si l'enfant était connu comme étant la fille de Jonathan Dacre, et si Everley travaillait au ministère de la guerre, un scandale familial pourrait être désastreux. Surtout si les Dacre étaient haute pressentis pour une promotion politique ou militaire. La présence d'un enfant illégitime, surtout s'il est au cachet, pourrait être source de chantage, voire pire. Honoria laissa échapper un bref soupir. « Mon père a été nommé à un conseil militaire 6 mois après l'incendie. Cela a fait sensation. Mais personne ne l'a contesté. Parce que le seul défi, Annabelle avait disparu, » dit doucement Poirot. Le lendemain, Société historique de Davenham Poirot prit le premier train pour Reading, où la Davenham Historical Society conservait d'anciens bulletins paroissiaux, des registres de vente de terre et des correspondances de guerre dans un modeste bâtiment en briques rouges derrière le bureau de poste. Il avait écrit à l'avance pour demander l'accès aux lettres de la famille Dacre, datant des années 1905 à 1915. Le commis, un homme mince, la tête coiffée, et l'attitude de quelqu'un qui protège sa poussière, lui tendit une petite boîte marquée « Correspondance privée, Dacre, Everley ». Poirot le parcourut d'une main gantée.
La plupart des lettres étaient dites banales. Invitation, réponse, programme d'événements. Mais ensuite, une enveloppe, scellée d'un cachet de cire taché. Poirot l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 2 semaines avant l'incendie. Colonel Dacres, je vous écris à nouveau avec urgence. La situation de la jeune fille doit être réglée avant la réunion de la commission d'enquête. J'espère que Lucia a été dûment informée des conséquences de son éventuelle dénonciation. Je vous laisse le soin de décider du reste. Ne soyons pas embarrassés par les indiscrétions de votre frère. Nous sommes trop près du succès. Il y a. Poirot fixa la signature. Charles Everly, murmura-t-il. Il tourna la page. Griffonnés d'une autre main, pâle et à peine lisible, ces mots étaient « Elle le sait, et je pense qu'elle agira ». Ce soir-là, Davenham Hollow. Poirot s'assit une fois de plus dans le salon est, la lettre, maintenant devant lui. Célestine entra la première, suivie d'Honoria et d'Elsie. Albert se tenait sur le seuil, les bras croisés. Poirot leva les yeux. Le mobile, mes amis, est clair. Ambition politique. Le colonel Dacre, craignant que la fille illégitime de son frère ne soit exposée, se laisse persuader par Everly de faire disparaître la fille. Qu'il ait donné l'ordre d'incendier le salon est ou non, je ne peux pas encore le dire. Mais Everly le savait certainement. Et Lucia? Elle devait se douter que quelque chose de terrible allait se produire. Poirot se tourna vers Honoria. « Est-ce que ton père a parlé de l'incendie par la suite ?» La voix d'Honoria était froide. Il l'a balayée du revers de la main. Il a dit que c'était un événement malheureux, mais pas de ceux sur lesquels il fallait s'attarder. Il parlait rarement du passé. Poirot sourit sinistrement. Parce que le passé avait des dents. Il se leva et se dirigea vers le foyer. « Maintenant, a-t-il dit, nous devons parler à quelqu'un qui n'a pas encore eu de voix. » Il a ramassé la poupée. « Vous nous avez révélé des éléments, des messages, des indices. Mais maintenant je dois vous demander, qu'est-ce qui nous est encore caché ?» Il retourna la poupée, examina l'articulation de son cou, ses petites chaussures, son ventre. Puis il appuya sur un des boutons au dos de sa robe. Un creux cliquaise. Poirot plongea la main dans la couture et en sortit une photographie pliée, cassante à cause du temps. On y voyait Lucia Hartnell, désormais identifiable à ses yeux distinctifs, debout à côté d'un homme à la mâchoire carrée et aux cheveux noirs, Jonathan Dacre. Entre eux se tenait Annabelle, sa petite main serrant la poupée. Tous trois souriaient. Au dos, écrit au crayon délavé, « Paris, 1907. Ma famille. » Quoi qu'ils disent. Poirot le fixa longuement, puis il se tourna vers les autres. « Elle n'a pas été abandonnée, » dit-il doucement. « Elle était aimée. Et maintenant, elle sera vengée. » Chapitre 8. La fissure dans le portrait. Le lendemain matin, le soleil était revenu à Davenham Hollow, mais sans apporter de chaleur. La maisonnée s'agitait comme un mécanisme ralenti par la poussière, chacun jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir le passé réapparaître dans l'embrasure de la porte. Poirot, comme à son habitude, s'était levé tôt et avait demandé à visiter la galerie de portraits de famille. C'était un étroit couloir au 2e étage, rarement fréquenté désormais, tapissé des portraits à l'huile des Dacre, décédés depuis longtemps. Les faits étaient sombres, leurs regards fixes et suffisants, peints pour suggérer la vertu plutôt que l'affection. Célestine Marchemont l'accompagnait, l'écho de ses talons constituant un doux contrepoint au pas doux de Poirot sur le tapis. « Celui-là, » dit Poirot en s'arrêtant devant un grand portrait. « C'est Jonathan Dacre, oui ?»« Oui, » répondit Célestine. « Peint vers 1906, je crois, peu avant son départ pour l'Amérique. » Poirot étudia le visage de l'homme. Yeux sombres, nez pointu, bouche légèrement trop fine. Il y avait en lui une certaine agitation, comme si, même sous l'huile, il ne parvenait pas à s'intégrer complètement. « Tu vois la fissure ?» demanda soudain Poirot. Célestine se pencha. Une longue et fine fissure descendait du coin supérieur gauche, s'arrêtant juste au-dessus de la tempe de Jonathan. « Je ne l'avais pas remarqué avant, »
dit-elle. Poirot sourit faiblement. La plupart des gens ne le savent pas. Mais la fissure, mademoiselle, elle est symbolique. Le passé n'est pas enterré. Il transparaît. Célestine pencha la tête. Tu es toujours aussi philosophe avant le petit déjeuner. Il rit doucement. Quand le meurtre est enfoui sous les bonnes manières et la mémoire, oui. Il s'approcha et examina le cadre. Puis-je demanda-t-il. Célestine hésita puis hocha la tête. Avec une délicatesse délicate, Poirot souleva le tableau du mur. Un léger nuage de poussière s'en échappa, et derrière la toile, glissée dans l'espace entre le cadre et le panneau de fond, se trouvait une petite feuille de papier pliée. Poirot l'ouvrit. Il n'y avait ni nom, ni date, juste 7 mots, écrits d'une main féminine et précise. S'il la trouve, j'avouerai. Il le tendit silencieusement à Célestine. Elle le lut une fois, puis une deuxième fois. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Lucie, c'est possible, dit Poirot, mais je me demande si c'était une menace ou un cri de culpabilité. Célestine le regarda. Tu crois que quelqu'un a aussi essayé de faire taire Lucia? Poirot hocha la tête. Elle a disparu après l'incendie. Pas d'adresse, pas de famille, pas de tombe, juste disparu. Je crois maintenant que sa disparition n'était pas volontaire. Célestine pâlit. Un meurtre? Ou quelque chose qui s'en rapproche? Plus tard ce matin-là, la bibliothèque Poirot réunit à nouveau Honoria, Célestine et Albert. Le feu dans l'âtre vacillait doucement, tandis que Poirot déposait le mot anonyme sur le bureau. « Voici, dit-il, notre prochaine étape. Quelqu'un craignait que Lucia n'avoue. Cela suggère 2 choses. Premièrement, que quelqu'un d'autre était impliqué dans la mort d'Annabelle. Et deuxièmement, que Lucia avait de l'influence. » Il se tourna vers Honoria. « Vous souvenez-vous de tensions entre Lucia et quelqu'un d'autre dans la maison ?» Honoria fronça les sourcils. Il y avait toujours de la tension. Ma mère ne lui faisait pas confiance. Elle disait qu'elle tenait la tête trop haute pour une femme de ménage. Les autres domestiques l'évitaient. Poirot hocha la tête. Et le colonel Dacre, comment a-t-il fait? Il l'a soigné. Une pause. Gentiment, admit Honoria. Trop gentil, disait ma mère. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait à l'époque. Ah, dit doucement Poirot. Et pourtant, il a permis à Annabelle de rester dans la maison? Elle n'était pas censée y aller, répondit Honoria. Jonathan avait prévu de l'emmener en Amérique avec lui. C'était prévu. Mais quelque chose a mal tourné. Les yeux de Poirot brillèrent. Oui, quelque chose, ou quelqu'un, a veillé à ce que la fille ne parte jamais. Il se tourna vers Albert. « Tu m'avais dit que Clara Barnes avait des égratignures sur les bras. » Albert hocha la tête. « Oui, monsieur. On disait qu'elle avait essayé de sortir de la pièce, mais que quelque chose l'en empêchait. Ou quelqu'un. »« En effet, murmura Poirot. Maintenant réfléchissez à ceci. Et si Clara n'avait pas simplement péri dans l'incendie? Et si quelque chose, quelqu'un qui l'a déclenché? Et si elle essayait de les en empêcher? » Honoria parut consternée. « Alors, elle a été tuée aussi ?» La voix de Poirot était calme. « Un incendie peut être une couverture pratique, madame. 2 morts peuvent brûler aussi facilement qu'une seule. » Il se leva et marcha lentement. Imaginons maintenant que Lucia, après l'incendie, commence à soupçonner que Clara a été réduite au silence et que sa propre vie est en danger. Elle cache la poupée d'Annabelle. Elle y place la photo et le mot. Peut-être même la cache-t-elle elle-même sous l'âtre. Mais ensuite, elle est contrainte de disparaître. Célestine murmura. Alors celui qui est irresponsable cache toujours la vérité. Poirot hocha la tête. Et il est peut-être encore en vie. Cet après-midi-là, une lettre arrive. C'est Albert qui l'apporta. Une simple enveloppe sans adresse de retour, remise en main propre. Elle était adressée à M. Hercule Poirot d'une écriture délicate. Il l'ouvrit et lut à haute voix. « Vous remuez de vieilles cendres, monsieur Poirot. Méfiez-vous de ce qui en jaillit.
Un ami Poirot plia la lettre avec un sourire. « Excellent, a-t-il dit. Honoria cligna des yeux. « Excellent? Mais oui. Quand une menace survient, c'est qu'on est proche. » Il tapota l'enveloppe. « Ceci a été écrit par quelqu'un qui savait que nous avions trouvé le tableau. Quelqu'un qui craint ce que nous pourrions découvrir d'autre. » Il se tourna vers Albert. « Faites fouiller à nouveau la guérite. Cherchez des lettres, des journaux, tout ce qui aurait pu être caché sous le plancher ou dans la cheminée. » Albert hocha la tête, cherchant déjà sa casquette. Poirot se tourna vers Honoria. « Et vous, madame, je dois vous demander un service délicat. J'aimerais examiner les papiers privés du colonel, surtout ceux datant d'avant et d'après l'incendie. » Honoria hésita. Puis, « Ils sont rangés dans un tiroir fermé à clé dans le bureau. Je vous ferai envoyer la clé. » Poirot inclina la tête. « Vous êtes très aimable. » Ce soir-là, le bureau du colonel. Le bureau n'avait pas changé depuis des décennies. De lourds meubles en chêne, des livres reliés en cuir, rangés avec une précision militaire. L'odeur du tabac à pipe flottait encore dans les rideaux. Poirot ouvrit le tiroir avec la clé en laiton qu'Honoria lui avait donnée. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des articles de journaux découpés, de la correspondance militaire et un dossier fermé par une ficelle. Il le dénoua soigneusement. À l'intérieur, une lettre de Charles Everley, marquée confidentielle. « Archie, Lucia doit être démise de ses fonctions. Elle ne cesse de poser des questions. Je crois qu'elle s'est confiée à Clara. Si c'est le cas, il faut régler l'affaire rapidement. Si vous ne pouvez pas agir, je le ferai. » Il y a. Poirot ferma le dossier. Puis une autre lettre non envoyée, écrite avec une écriture penchée, celle d'une femme. « À l'enfant que je n'ai jamais nommé à voix haute, pardonne-moi. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Mais ils sont puissants, et je ne suis qu'un d'eux. Je prie pour que quelqu'un te trouve et sache que tu comptais. » Elle lâche. Poirot plia la lettre et se rassit. Alors Lucia avait prévu d'avouer, et quelqu'un avait fait en sorte qu'elle ne le fasse jamais. Cette nuit-là, la poupée s'assit une fois de plus dans le salon, et cette fois, Poirot s'en est occupé à voix haute. « Mademoiselle Annabelle, » murmura-t-il, « nous y sommes presque. Encore un fil à tirer, encore un nom à prononcer. » Puis il s'est tourné vers le groupe. « Et demain, dit-il, nous nommerons votre meurtrier. » Chapitre 9. Le piège est tendu. Le lendemain matin, le salon était à nouveau froid. Malgré les bûches posées dans l'âtre et le feu qui vacillait consciencieusement, la fraîcheur de l'air était plus profonde, plus ancienne, insensible aux flammes. Hercule Poirot se tenait devant le foyer, les mains derrière le dos, fixant la poupée comme si elle pouvait ouvrir ses lèvres de porcelaine et parler. Derrière lui était assise Honoria Dacrès, son châle serré autour des épaules. Célestine Marchemont, pâle et silencieuse, occupait le canapé. Elsie rôdait près de la porte. Et Albert, immobile comme une statue, les bras croisés, observait Poirot avec la patience respectueuse d'un homme qui a cessé de chercher à comprendre et s'est simplement mis à croire. « Il arrive un moment dans toute enquête, » dit lentement Poirot, « où le tableau commence à se dessiner. Pas encore parfaitement, mais les contours se dessinent, les frontières entre ce qui a été dit et ce qui ne l'a pas été. » Il s'est retourné. « Nous avons suivi un fil enfoui depuis 20 ans, une poupée, un message, un feu, et maintenant nous commençons à entrevoir la silhouette de la main qui l'a tissé. » Il souleva la photographie récupérée sur la poupée, Annabelle entre Jonathan Dacrès et Lucia Hartnell, et la plaça à côté de la dernière lettre non envoyée que Lucia avait écrite à sa fille. Puis il les regarda tous. « Ce soir, dit-il, nous aurons une réunion. » Honoria fronça les sourcils. « Un rassemblement ?» Poirot hocha la tête. « Je veux la présence de tous ceux qui sont encore en vie, d'après la liste que vous avez dressée, madame. Vous-même, Célestine, Rupert Langley, si on peut le joindre, même les Thornton, s'ils sont restés en Angleterre. Je m'arrangerai avec mes contacts. Je crois que l'un d'eux se souvient de la vérité, ou la cache.
Honoria se raidit. « Tu soupçonnes Rupert ?»« Je soupçonne tout le monde, madame, jusqu'à ce que les petites cellules grises disent le contraire. Cet après-midi-là, une visite aux oubliés Poirot partit pour la ville voisine de Farnley, où Rupert Langley vivait désormais en semi-retraite. C'était, selon Honoria, un banquier d'une lucidité aveugle, doté d'une excellente mémoire des chiffres et d'une absence totale de mémoire des visages. Mais lorsque Poirot arriva dans le modeste appartement de Langley, élégant, surchargé et rempli d'horloges qui tournaient, il trouva un homme nerveux d'une trentaine d'années qui ne semblait pas du tout ennuyeux. « Vous êtes ici pour Davenham ?» demanda Rupert après un instant d'hésitation. « J'avais le pressentiment que ça reviendrait un jour. » Poirot haussa un sourcil. « Alors, tu te souviens de l'incendie ?»« Bien sûr, » dit Rupert en s'agitant sur sa chaise. « Ils m'ont dit que je rêvais, que je l'avais imaginé, mais ce n'était pas le cas. »« Son, la fille, » dit-il. Elle portait du gris. Ses cheveux étaient à couleur cuivre, et elle avait une cicatrice. Poirot se pencha en avant. « Tu te souviens d'elle ? Je l'ai vue la veille de l'incendie. Elle se cachait dans la vieille armoire de l'aile ouest. Elle m'a dit qu'il n'était pas censé savoir qu'elle était là. Elle avait peur. » La voix de Poirot s'adoucit. « A-t-elle dit qui elle était ? » ?»« Non, » répondit Rupert, « seulement qu'elle devait se taire. Et elle serrait quelque chose, une poupée. Il lui manquait un œil. » Poirot ferma les yeux. « Alors, elle était réelle pour toi ? » ?»« Bien sûr qu'elle l'était. »« Pourquoi n'en as-tu jamais parlé ? » ?»« Ma mère me l'a interdit. Elle a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, je serais renvoyé. J'avais 8 ans, monsieur Poirot. J'ai obéi. » Poirot hocha lentement la tête. « Tu viendras à la réunion ce soir, et tu leur diras à tous ce que tu m'as dit. » Rupert hésita. « Tu crois vraiment que quelqu'un dans cette maison l'a assassiné ?» Poirot le regarda droit dans les yeux. « Je crois que quelqu'un a arrangé sa mort, et je veux savoir qui. » Ce soir-là, le rassemblement Le Salon-Hête était à nouveau rempli. Honoria Dacrès était assise au fond de la salle, telle une matrone d'une ancienne cour. Célestine, raide, était assise à côté d'elle. Rupert Langley, le regard nerveux mais déterminé, se tenait derrière un fauteuil à oreilles. Les Thornton avaient décliné l'invitation, invoquant des problèmes de santé et une mauvaise mémoire, même si Poirot soupçonnait une fuite. Seule Lydia Thornton avait envoyé une lettre, brève et vague, affirmant ne se souvenir de rien d'important de ce printemps à Davenham. Elsie se tenait juste à l'extérieur de la pièce, sur l'insistance de Poirot. Poirot se tenait devant eux tous, une main posée légèrement sur la poupée. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il, « merci d'être venus. Nous sommes réunis non pas pour accuser, mais pour nous souvenir. Depuis 20 ans, le silence règne à Davenham Hollow. Mais le silence, comme le feu, peut détruire ce qu'il touche. » Il s'est écarté. « Rupert, s'il te plaît. » Rupert s'éclaircit la gorge. Sa voix, d'abord hésitante, se fit plus ferme à mesure qu'il parlait. « Je me souviens d'une fille qui n'était pas censée être là. On disait que je rêvais, mais ce n'était pas le cas. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Annabelle. Elle m'a demandé de promettre de ne rien dire. Elle avait tellement peur. » Honoria le regarda fixement, immobile. « Je l'ai revue le lendemain, » poursuivit Rupert, « juste avant l'incendie. Elle pleurait. Elle a dit « L'homme qui crie arrive. » Je ne savais pas de qui elle parlait. Poirot s'avança. « Et cela nous amène à l'homme qui crie. » Il prit la photo dans la guérite, celle qu'Annabelle avait dessinée elle-même. L'image brute au crayon représentait une femme souriante, une petite fille et un homme aux cheveux noirs et à la moustache, les sourcils froncés. Poirot le tenait en l'air. Cet homme n'était pas le colonel Dacre, ni Jonathan. C'était Charles Everley. Des halètements ont retenti en entendant ce nom. Poirot continua. Everley était présent cette semaine-là, un fonctionnaire du ministère de la Guerre. Il voulait que la famille Dacre soit irréprochable pour obtenir une promotion. Pas de scandale.
Pas d'enfants illégitimes. Pas de Lucia. Il a découvert l'enfant. Il a fait pression sur le colonel. Lucia a résisté. Alors il a agi. La voix de Célestine tremblait. « Tu veux dire qu'il a mis le feu ?»« Non, » répondit Poirot. « Il a tout arrangé. » Mais il n'était pas seul. Il se tourna vers Honoria. « Ton père avait le plus à perdre, mais il hésitait. C'était ton mère, Elspeth Dacre, qui avait le tempérament pour agir de manière décisive. » Honoria resta très immobile. Elle congédia les domestiques ce jour-là, prétextant une inspection surprise. Elle envoya Clara Barnes au salon avec Annabelle, sachant qu'Everley serait dans les parages. Puis elle partit, prétextant une course au village. Mais elle revint avant que l'incendie ne se déclare, et elle l'alluma elle-même. Poirot se tourna vers la poupée. Clara a essayé de sauver Annabelle. Elle a échoué, et elle est morte. Les yeux d'Honoria s'écarquillèrent. « Ma mère est morte il y a 2 ans. Êtes-vous en train de dire qu'elle était une meurtrière ?» La voix de Poirot était douce. « Non, madame. Je dis qu'elle croyait protéger l'avenir de sa famille. » Il regarda Célestine. « Et Lucia. Elle a découvert ce qui s'était passé. Elle a menacé de parler. Et donc Everley l'a réduite au silence aussi. Sa disparition n'était pas une disparition. »« Alors où est-elle » murmura Célestine. Le regard de Poirot s'assombrit. « Elle est sous le plancher de la guérite. » Chapitre 10. Les ossements sous la guérite. La pluie tombait sans discontinuer cette nuit-là, fine comme de la cendre, transformant les fenêtres de Davenham Hollow en miroirs striés. Mais dans le salon, l'atmosphère était plus pesante que l'orage. Le silence qui avait suivi la révélation de Poirot planait comme un voile sur les occupants. Lucia Hartnell, que l'on croyait disparue, peut-être en fuite, est désormais présumée assassinée. Et sa tombe, semblait-il, était toujours sur la propriété. Honoria était assise, raide, le visage pâle et immobile. Célestine agrippait les accoudoirs du canapé, l'expression indéchiffrable. Rupert fixait le feu, visiblement secoué. Elsie restait juste derrière la porte, la main tremblante près du bord de son tablier. C'est Poirot qui a finalement rompu le silence. « J'ai pris la liberté, » dit-il, « d'alerter la police locale. Ils ne sont pas encore convaincus, mais j'ai demandé qu'une petite équipe soit envoyée demain matin à la guérite, où je pense que nous trouverons les restes de Lucia Hartnell cachés sous le plancher. » Il se tourna lentement et s'adressa à la salle. Son corps, je suppose, n'était pas censé être retrouvé. Mais le temps et la conscience sont des choses tenaces. Et Annabelle, à travers tout cela, il tapota doucement la poupée, a refusé d'être oubliée, tout comme sa mère. « Avez-vous des preuves » demanda Honoria d'une voix de porcelaine craquelée. « Oui » répondit Poirot. « Le timing, le mobile et le dossier manquant, les menaces d'Everley, et surtout... » Il se tourna vers Albert, qui s'avança et posa quelque chose sur la table. Un médaillon, or mat, légèrement brûlé. Poirot l'ouvrit. À l'intérieur, 2 petits portraits, l'un de Lucia Hartnell, l'autre d'Annabelle. Entre les deux, une fleur de myosotis pressée. « Je l'ai trouvée dans le conduit de cheminée de la guérite, » dit Albert, derrière une brique détachée, comme tu l'avais dit. Célestine tendit la main vers lui, le fixant comme si elle voyait son enfance à travers des yeux nouveaux. « Elle l'aimait, » murmura-t-elle. Poirot hocha la tête. Une mère cache la vérité non par culpabilité, mais pour préserver le peu de dignité que les morts peuvent conserver. Lucia a dû craindre qu'ils ne viennent à la chercher. Et quand ils l'ont fait, elle a laissé des traces, des indices. Pas assez pour les révéler, mais suffisant pour quelqu'un déterminé à découvrir la vérité. Elsie, incapable de rester silencieuse plus longtemps, prit la parole depuis la porte. « J'ai entendu quelque chose dans la guérite la semaine dernière, avant qu'on sache ce que c'était. Un bruit de traînage. J'ai cru que c'était des rats. Mais maintenant je crois. » Elle s'est arrêtée. La voix de Poirot était calme. « Tu l'as entendu. » Ou ce qu'il en restait. Le lendemain matin, la guérite. Il était un peu plus de 10 heures lorsque les gendarmes arrivèrent avec des pelles et une équipe de police scientifique.
La matinée était grise et froide, la terre était molle à cause de la pluie. Poirot se tenait à côté de l'inspecteur Tremaine, un homme aux larges épaules avec l'expression prudente de quelqu'un qui avait vu trop de tragédies réelles pour se moquer des anciennes. « Vous êtes sûr qu'elle est là ?» demanda Tremaine, tandis que les policiers commençaient à arracher les planches pourries du plancher de l'arrière-salle. « Tout à fait sûr, » dit Poirot. « Elle a été assassinée par ceux qu'elle menaçait. Son corps est caché sous l'endroit même qu'elle considérait autrefois comme son foyer. » Le travail était lent, l'air chargé de moisissures et de silence. Puis, un cri. « Monsieur, j'ai quelque chose. Des restes humains. » L'équipe avança rapidement. Sous les planches pourries se trouvait une cavité, une ancienne goulotte à charbon, scellée depuis longtemps. À l'intérieur, les restes squelettiques d'une femme recroquevillée sur elle-même, les bras enroulés autour d'une petite sacoche. Poirot s'agenouilla à côté tandis que l'équipe médico-légale confirmait l'identité. Femme, environ la trentaine. Cause du décès, probablement un traumatisme contondant. Quelques traces de calcination post-mortem sur les os. Poirot ouvrit la sacoche. À l'intérieur se trouvaient deux choses. Une robe d'enfant, brûlée et à moitié pourrie, et un petit journal relié en cuir. Il le tendit à Tremaine. Le dernier témoignage de Lucia, je crois. Cet après-midi-là, la vérité se dévoile. De retour au manoir, la maisonnée se rassembla à nouveau. Cette fois, même les gendarmes restèrent à proximité, incertains de savoir si ce qui se déroulait relevait de l'histoire ou de la justice. Poirot se tenait de nouveau devant le foyer, le journal à la main. « Elle a écrit cela dans les jours qui ont suivi l'incendie », a-t-il déclaré. Elle craignait pour sa vie. Elle savait ce qui s'était passé. Il ouvrit une page et lut à haute voix. « Je l'ai vu, Charles Everly. Je l'ai vu porter le bidon de paraffine dans le salon. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Il a dit qu'il était trop tard, que le colonel avait accepté, que l'enfant devait partir. J'ai essayé d'atteindre Clara, mais elle était déjà à l'intérieur. Les flammes sont arrivées trop vite. J'ai échoué. » Poirot a tourné la page. « J'ai dit à Elspeth que j'irais voir les autorités. Elle s'est contentée de sourire. Elle m'a dit que je n'en aurais pas l'occasion, que je serais pleuré en silence, que personne ne se soucierait de la mort d'un serviteur. » Honoria laissa échapper un léger halètement. Poirot ferma le journal. Elle fut tuée cette nuit-là, frappée à la tête. Son corps fut caché dans le conduit à charbon de la guérite. Sa disparition fut imputée à la honte et à la lâcheté, et le scandale fut enterré. Célestine se couvrit la bouche, les larmes coulant. Rupert se détourna, incapable de regarder qui que ce soit. Poirot resta silencieux un instant. Puis il dit doucement : « Lucia a essayé de protéger sa fille. Clara a essayé de la sauver. Toutes deux sont mortes dans le feu et le silence. Mais Annabelle a parlé à travers le temps. » Il tendit la main vers la poupée. Cette poupée, brûlée, silencieuse, fissurée, contenait leurs souvenirs et sa vengeance. Il regarda autour de la pièce. La loi ne peut poursuivre les morts, mais la vérité a sa propre justice. Et maintenant, elle a été rendue. Ce soir-là, un adieu silencieux. Poirot se tenait seul dans le salon est, la poupée reposant délicatement sur la table. Dehors, le brouillard était revenu, se frottant comme des doigts doux contre la vitre. Célestine entra, enveloppée dans un châle. « Puis-je » demanda-t-elle. Poirot s'écarta. Elle prit la poupée et la serra contre elle. « Tu penses qu'elle sait ?» Poirot sourit doucement. « Oh, mademoiselle, elle se souvient. Et maintenant, elle se repose. » Chapitre 11. Le reflet dans les cendres. La brume revint ce soir-là, épaisse et implacable, enveloppant Davenham Hollow d'un voile gris. Dans la chambre d'amis à l'étage où séjournait Hercule Poirot, le feu avait été allumé, mais sa chaleur ne parvenait pas à chasser le froid persistant qui semblait désormais habiter les murs. Il était assis près du feu dans un fauteuil à haut dossier, parfaitement droit comme toujours.
une tasse de tisane refroidissant intacte sur la table à côté de lui. Devant lui, disposés avec un ordre précis, se trouvaient les derniers objets de la mallette, le journal carbonisé, la photographie retrouvée, la broderie au nom d'Annabelle et enfin, la poupée. Tout le monde était maintenant silencieux, mais tous avaient reparlé. Le regard de Poirot n'était pas fixé sur ces objets, mais sur les flammes. Derrière lui, la porte s'ouvrit en grinçant. C'était Célestine Marchemont. « Puis-je entrer » demanda-t-elle doucement. Il fit un geste vers le deuxième fauteuil. « Mais bien sûr, mademoiselle. » Elle entra lentement, l'expression changée par rapport à la curiosité anxieuse qui l'avait habitée quelques jours plus tôt. Elle paraissait plus âgée, plus usée, comme si la vérité avait effacé quelque chose de son visage. « Je crois que je n'ai pas bien dormi depuis 3 nuits, dit-elle en fixant le feu. Pas depuis la lettre. Pas depuis la poupée. Poirot hocha lentement la tête. Le passé pèse lourd lorsqu'il refait surface. Je n'arrête pas de penser à cette pauvre petite fille, coincée dans cette pièce, les dernières pensées de sa mère gravées dans les cendres. Et aucun de nous, pas un seul, ne le savait. Ou si. Les sourcils de Poirot se froncèrent. C'est bien là, dit-il doucement, la question, n'est-ce pas? Qu'a fait chaque personne? Vraiment. Se souvenir? Qu'ont-ils oublié par choix? Qu'ont-ils simplement choisi de ne pas voir? Célestine était silencieuse. Poirot se pencha en avant. « Permettez-moi de vous faire part d'une réflexion, mademoiselle, une que je n'ai pas encore partagée, une dernière théorie, non prouvée mais hautement probable. » Elle leva les yeux, surprise. « Je crois, dit-il, que Lucia Hartnell n'est pas morte dans la guérite cette nuit-là, par accident ou par colère. Je crois qu'elle y a été attirée. »« Par Everly ?»« Non, » répondit Poirot. Il était déjà rentré à Londres. L'agent de police le confirma. Il partit par le train du début de soirée, et le colonel Dacrès reçut des invités jusqu'à la tombée de la nuit. Elspeth était chez elle, mais elle ne se serait jamais abaissée jusqu'à la guérite. Célestine fronça les sourcils. « Et alors ?» Poirot l'étudia doucement. « Je crois, dit-il, que c'est quelqu'un d'autre qui a porté le coup fatal. Quelqu'un d'inattendu. Quelqu'un jeune Célestine serait dit. « Tu veux dire un serviteur ?» Poirot marqua une pause. « Je crois, dit-il, que c'était ta cousine, Lucinda Dacrès. » Célestine le fixa du regard. « Lucinda ?» Mais elle n'avait que 13 ans. Oui, mais réfléchis. 13 ans, c'est assez pour comprendre la peur, assez pour saisir ce que pourrait signifier un scandale, assez pour entendre des conversations d'adultes. Il a joint ses doigts. Elle adorait son père. Elle croyait en l'honneur familial. Elle entendait probablement la détresse de sa mère, les murmures de son père, les avertissements concernant la ruine et la disgrâce. Et lorsque Lucia menaça de révéler la vérité, elle n'agit peut-être pas par malveillance, mais par loyauté désespérée. « Non, » dit lentement Célestine. « Non. Elle était étrange, oui, repliée sur elle-même, mais elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas. » La voix de Poirot resta calme. Après, elle a changé. Oui, le visage de Célestine pâlit. Elle a à peine reparlé après l'incendie, murmura-t-elle. On a parlé d'un traumatisme. Elle a été envoyée en sanatorium 3 ans plus tard. Elle n'est jamais revenue, jamais mariée. Elle est morte en Belgique, seule. Poirot resta silencieux pendant un moment, puis doucement. Certains feux brûlent la chair, d'autres brûlent l'âme. Les mains de Célestine tremblaient sur ses genoux. Alors, toute cette terrible chaîne a été déclenchée par un enfant effrayé. Poirot hocha la tête, comme c'est souvent le cas. Le lendemain matin, Adieu Poirot se tenait devant l'entrée principale de Davenham Hollow, valise à la main. La matinée était froide mais lumineuse, la brume se dissipant enfin sur les arbres. Honoria Dacrès, digne même dans le chagrin, se tenait à ses côtés. « Vous allez envoyer votre rapport aux autorités, je suppose ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. »
dit doucement Poirot. « Mais je soupçonne qu'ils ne trouveront personne de vivant à arrêter. Everley est mort, renversé par une voiture en 1925. Votre mère, elle aussi, est au-delà de toute justice. Et si Lucinda a vraiment porté le coup, la loi ne l'aurait pas aidé. Seule la compassion l'aurait aidé. » Honoria hocha la tête avec raideur. « La maison peut peut-être se reposer maintenant. » Poirot regarda le manoir. « Non, madame, pas la maison, la fille. » Elle baissa les yeux. Poirot fit une petite révérence et se tourna pour partir. Épilogue. Une semaine plus tard, la poupée a été enterrée dans le cimetière, à côté d'une pierre tombale nouvellement placée. Annabelle Hartnell, Dacre 1900, 2 à 1000, 909. Elle a entendu le feu. On se souviendra d'elle. Célestine se tenait près de la tombe, serrant contre elle un petit bouquet de lavande. Poirot n'était pas revenu. Il avait pris le bateau pour la France 2 jours plus tôt. Mais ces mots lui sont restés en mémoire. Elle n'a pas été abandonnée. Elle était aimée. Et maintenant, enfin, elle avait un nom, une pierre, un lieu de repos, et la paix. Chapitre 12. La lettre dans le mur. Une semaine s'était écoulée depuis l'enterrement d'Annabelle Dacres dans le petit cimetière de Lower Davenham. La tombe était modeste mais soignée. Quelques fleurs fraîches y reposaient toujours, parfois déposées par Célestine Marchmont, parfois par une silhouette aperçue seulement au crépuscule, qui ne s'approchait jamais assez pour parler. Malgré les précautions prises par Poirot, la presse avait eu vent de la découverte. Les gros titres avaient brièvement fait la une. Feu, mensonge et le long silence d'une poupée, mais disparu dans le tourbillon du scandale moderne. Le manoir resta isolé du monde, ses fenêtres closes comme des paupières tirées. Honoria Dacres s'était retirée dans un calme étrange. Elle ne se levait plus avant l'aube. Le plateau du matin restait parfois intact, mais elle n'était pas brisée, simplement transformée. Tel un portrait délavé par le soleil, sa sévérité s'était adoucie. La peur qui avait poussé sa famille au secret s'était désormais dissipée. Célestine, quant à elle, resta au manoir plus longtemps que prévu. Elle ne dit pas pourquoi, pas même à elle-même. Quelque chose, une obligation de l'âme, la retenait là. Et c'est Célestine qui, un après-midi tardif, trouva la lettre. L'aile ouest. Réouverture. L'aile ouest était restée scellée jusqu'à l'enterrement. Mais le lendemain matin, Célestine demanda la clé. Albert hésita, mais obtempéra. Le couloir était recouvert d'une poussière accumulée au fil des décennies. Le papier peint, autrefois d'un or pâle, était maintenant en lambeaux. Elle passa devant la chambre où Annabelle s'était autrefois réfugiée, terrorisée, où les mots « Je n'ai pas pleuré », la porte grinça lorsqu'elle la frôla, comme si la maison se souvenait de ses pas. Au fond, au-delà de la chambre d'enfant et de l'armoire cassée, se trouvait un étroit placard encastré dans le mur. Il avait autrefois servi de presse à linge. En l'ouvrant, quelque chose se détacha derrière le panneau arrière. Un objet souple, je pense, comme un livre qui tombe doucement. Elle se pencha, ses doigts effleurant le bord éclaté. Là, collée derrière l'étagère du bas, se trouvait une enveloppe, jaunie, cassante, non signée. Le souffle de Célestine se coupa. Ce soir-là, l'énigme finale. Elle était assise seule dans la bibliothèque, tenant la lettre à la lueur du feu. Le sceau se fendait facilement. L'écriture était étroite et penchée. Si cela se produit, cela signifie que je n'ai pas pu parler à temps. Lucinda le sait. Elle a vu ce qu'Everley a fait. Elle n'en a parlé à personne. Je pense qu'elle croit que c'était sa faute, qu'elle n'a pas réussi à l'empêcher. Mais elle ne l'a pas fait. C'était une enfant, et elle a essayé. J'ai peur de ce que le silence lui fait. Si jamais tu l'aimes, dis-lui qu'elle n'est pas à blâmer. L.H. Célestine abaissa lentement la lettre. Lucinda. Pas une tueuse, pas même un témoin, mais une enfant, figée sous le choc, accablée d'une culpabilité qu'aucun adulte n'osait lui ôter.
L'image de Lucinda lui revint. Ses silences vides, la façon dont elle tressaillait à certains noms, l'ordre compulsif de ses livres, son refus de parler à nouveau de cette année. Et maintenant, elle aussi était partie. Célestine resta assise un long moment, puis, sans drame ni cérémonie, elle prit la lettre et la plaça dans les flammes. Certaines vérités avaient besoin d'être révélées au grand jour, d'autres seulement la paix. Un mois plus tard, Belgique. Dans un cimetière tranquille près d'Anvers, sous un if envahi par les corbeaux, une deuxième pierre avait été posée, plus petite que celle d'Annabelle, marquée en flamand et en anglais. Lucinda Dacres 1896 à 1937. Elle a vu, mais n'a pas été vue. Elle a écouté, mais n'a pas été entendue. Célestine déposa un brin de romarin au pied de la statue. Poirot se tenait à ses côtés, vêtu de son beau manteau gris, son chapeau respectueusement à la main. « C'étaient tous des enfants, chacun à leur manière, dit-il doucement. Même les adultes. » Célestine regarda la tombe. « Croyez-vous qu'il soit jamais trop tard pour la vérité ?» Poirot réfléchit. « Non, dit-il enfin. Mais parfois, la vérité n'est pas pour la justice. Elle est pour la mémoire. » Il inclina son chapeau vers la pierre. « Et maintenant, mademoiselle, nous nous souvenons. »